Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est essentiel et qui est au centre de la vie de tout le monde. On va parler de l'argent et de son rapport avec la liberté. D'abord, qu'est-ce que c'est que la liberté? C'est un état d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, qui a la possibilité de pouvoir agir sans contrainte, en toute autonomie. Alors, dans de nombreuses civilisations, le travail était accompli par les esclaves. L'esclavage, il a disparu, mais le travail, par contre, est resté le même. Il faut toujours accomplir les tâches que les esclaves accomplissaient dans les autres civilisations. Alors la liberté, qu'est-ce que c'est? Eh bien aujourd'hui on en entend beaucoup parler, c'est un grand concept fourre-tout, mais personne n'en saisit le sens réel parce qu'il a été tellement utilisé qu'il a plus ou moins été perdu de vue, ce sens réel. Eh bien la question qu'il faut se poser, c'est la liberté de quoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de concept de la liberté, ça n'existe pas vraiment. Il y a des libertés, par exemple la liberté de mouvement, la liberté d'expression, la liberté d'action. Et pour vous donner un exemple, est-on vraiment libre de lire si on n'a jamais appris à le faire? Parce que si on est libre de lire mais qu'on ne sait pas le faire, bah ça ne sert à rien cette liberté. On n'a pas la liberté de lire, donc le fait de ne pas savoir lire limite notre liberté par exemple. Est-ce que aussi on est libre de visiter les Maldives? Donc techniquement oui, mais est-ce qu'on est libre de le faire si on est pauvre et qu'on ne peut pas se payer le billet d'avion? C'est là qu'on voit vraiment que la liberté c'est une illusion en fait. Ça reste tout ce qu'on fait dans notre vie est plus ou moins limité. Et la liberté légale de faire quelque chose n'est pas la liberté réelle de la faire. La liberté n'est pas un droit, c'est une responsabilité. Parce que c'est quelque chose de difficile en fait. Quand on nous dit, pouvez faire tout ce que vous voulez, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, vous êtes libre. Face à l'infini des possibilités, surtout aujourd'hui, eh ben, il faut faire un choix. Et faire ce choix, c'est très difficile, ça fait peur à beaucoup de gens qui préfèrent se laisser guider en fait par la vie et par les gens autour d'eux. Et on n'est pas libre non plus sans connaissance. Parce qu'on pense et on choisit pour nous uniquement si on a connaissance des choses. C'est-à-dire que si on se base sur l'avis d'autres personnes ou un mouvement général pour prendre nos décisions, eh ben on n'est pas vraiment libre puisqu'au final on décide pas vraiment pour nous-mêmes. Et en fait notre mode de pensée, qui est créé par aussi dans notre environnement et les gens autour de nous, va définir clairement nos actions dans notre vie. Encore une fois, c'est l'exemple de savoir lire. Si vous voulez avoir les connaissances dans un livre, et que si vous ne savez pas lire, vous êtes obligé de vous le faire expliquer par quelqu'un d'autre. Ce qui limite un peu votre marge d'interprétation et par exemple votre liberté de trouver d'autres interprétations à ce livre-là. Si on ne prend pas cette responsabilité de la liberté, eh ben ça sera au dépend de nous, c'est-à-dire qu'on décidera pour nous, ce ne sera pas forcément pour notre intérêt, et surtout ça sera au dépend des générations futures qui verront leur liberté réduire. Une autre question aussi qu'on peut se poser, c'est est-on vraiment libre si on dépend de la société et des autres, par exemple pour se soigner, pour se nourrir, pour se loger? Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire si on est seul face au monde, si on est réellement libre au final? Parce qu'on se rend compte que beaucoup de ces choses nous sont données par le reste de la société et en fait ne sont pas une réelle liberté parce que parce qu'on est dépendant des autres justement selon les définitions de la liberté. Et donc du coup c'est vraiment un devoir pour celui qui veut être le plus libre possible, d'avoir les connaissances pour être le plus indépendant possible. D'être capable le plus possible de se nourrir, de se soigner, de se défendre, pour ne pas dépendre des autres, et donc du coup avoir une marge de manœuvre beaucoup plus grande. C'est cette phrase de Candide qui, après avoir été envoyé d'un bout à l'autre du monde et subir les décisions des autres sans prendre cette responsabilité, à la fin il construit une maison en Grèce, il me semble, et la dernière phrase du livre c'est « il faut cultiver son jardin ». En fait ce qu'il veut dire d'abord c'est il faut le prendre au sens figuré, donc qu'il faut vraiment cultiver ses connaissances pour être capable justement d'atteindre cette indépendance, mais au sens propre évidemment, qu'il faut évidemment cultiver son jardin pour être indépendant des autres, ne serait-ce que pour se nourrir. Mais au-delà de ça, on ne peut pas vraiment se passer des autres. Parce qu'on ne se défend pas seul face à une armée. Qui va soigner le médecin? Au final, on se rend compte que tout est plus efficace par personne si on est beaucoup. 10 personnes pourront produire 1000 fois plus qu'une seule personne, par exemple. Donc vraiment s'organiser en groupe, ça reste un avantage indéniable. On ne peut pas vraiment être totalement indépendant, c'est impossible. L'être humain est un animal social qui s'est organisé et a évolué pour justement s'organiser en groupe. Alors du coup, cette répartition du travail, ça amène de la liberté. Parce qu'au final, si on est capable de produire plus, on a plus de richesse et donc du coup plus de liberté. C'est amené par cette prospérité. Mais si on s'organise et qu'on répartit le travail, en fait, ça organise un pouvoir hiérarchique, obligatoirement. Et ce pouvoir hiérarchique, il peut aussi être non seulement un gain de liberté, mais il peut aussi être une perte de liberté si justement il y a une hiérarchie et que la hiérarchie ne sert plus ceux qui sont en dessous. S'il y a vraiment un système de trahison des élites qui refusent
de prendre leurs responsabilités et de partager, non pas également, mais on va dire équitablement, la prospérité qui est générée par l'organisation. Et il y a un remède à ça en fait. C'est évidemment la démocratie, qui n'a jamais vraiment existé. Il n'a jamais vraiment existé. C'est ce que disent beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels politiques en ce moment, notamment Étienne Chouard, qui parle vraiment qu'au final, la République qu'on a aujourd'hui n'est pas une démocratie, parce qu'au final, ce n'est pas le peuple qui exerce le pouvoir, il choisit qui va l'exercer pour lui. Et même les Grecs, par exemple, avaient des esclaves, c'est-à-dire que c'était plus ou moins une aristocratie, même si plus de monde avait voix au chapitre. Au final, il y avait toute une frange de la population qui travaillait et qui n'était pas responsable au final des fruits de leur travail. Aujourd'hui, évidemment, on est dans une république et ce qui est important, surtout dans cette espèce dans cette recherche, ce qui est important surtout dans cette recherche de liberté, c'est le mythe des Lumières, le mythe de l'honnête homme, qui dit que celui qui a la méthode critique et les connaissances peut être libre de comprendre le monde qui l'entoure de façon globale et d'être capable d'agir et d'entreprendre pour lui-même et par lui-même. Alors là-dedans, évidemment, il y a un paradigme nouveau qui s'installe, c'est parce qu'à l'époque, il y avait la philosophie rousseauiste à l'époque des Lumières, qui considérait que l'homme était une page blanche, et que tout était culture, et que les hommes étaient égaux par nature. Et aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, c'est faux. C'est-à-dire que toutes les données scientifiques, aujourd'hui, nous cassent ce mythe, notamment avec l'importance du QI dans la réussite sociale d'une société et d'un individu. Par exemple, c'était les principaux à promouvoir cette idéologie, c'était Diderot par exemple avec l'encyclopédie universelle. Et le problème c'est qu'en fait Diderot n'a pas réalisé qu'il n'est pas monsieur tout le monde et que tout le monde ne peut pas être Diderot, avoir le même étalage de connaissances et de raisonnement critique. Ça c'est un autre problème. Évidemment dans tout ça la conclusion c'est que l'information, l'éducation ont une importance vitale pour notre propre liberté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être libre de lire si on ne sait pas lire. On ne peut pas être libre dans le monde si on ne connaît pas le fonctionnement du monde, de l'économie, de l'industrie, de tout. Si on ne sait pas se soigner, on n'est pas libre du mais. En plus de ça, la conclusion à laquelle on peut arriver, c'est que l'argent, en fait, qu'on reçoit, c'est de la liberté. Car si je suis libre d'aller visiter les Maldives, c'est grâce au travail du pilote d'avion, de l'hôtelier, aux dépens temporaires de leur liberté, c'est-à-dire que eux c'est leur travail. Par mon travail, je me paye leur travail pendant une certaine période de temps. Et le travail donc du coup nous prive de notre liberté, mais pour nous en donner plus tard. Parce que si on était seul sur la planète et qu'il n'y avait pas l'hôtelier et le pilote d'avion, on ne pourrait pas aller aux Maldives par soi-même, ce serait quasiment impossible. Donc l'argent, c'est pas non plus un esclavagisme, parce que c'est la source de la liberté, c'est pas non plus de l'esclavage pur, parce que c'est aussi la source de notre liberté qui est notre propre travail. Et donc du coup, ce serait vraiment un système de partage du travail et de la liberté pour tous, équitable en fonction de ce que l'individu apporte à la société. Et il n'y a pas vraiment de poule aux œufs d'or, car en fait on est vraiment responsable de nous-mêmes. Et dans une société communiste, la liberté elle n'existe plus, car au lieu de dépendre de son propre travail et pour notre propre liberté, on dépend de l'État en fait, qui nous donne cet argent. On est obligé de passer par cet intermédiaire dans la production et la récolte des richesses que l'on produit. Et donc dans tout ça, comme c'est un partage aujourd'hui dans la société de la liberté, cet argent, il n'y a pas non plus une séparation nette entre esclaves et hommes libres, comme il y avait dans la Grèce antique, mais il y a un certain degré de liberté. Pour résumer ça en une question, si je vous pose la question suivante, si, quoi que vous fassiez de vos journées, vous gagniez le même salaire, et que vous pouviez exercer le métier de votre choix, peu importe lequel, ils sont tous libres. Feriez-vous la même chose, exactement? Alors une énorme partie des gens vous répondront non, parce que la plupart des travaux ne sont pas le travail idéal de chaque individu, et pour la plupart ne sont même pas choisis par vocation. Encore une fois, pour parler d'esclavage, c'est que si vous travaillez uniquement pour votre salaire, qui vous permet à peine et uniquement de vivre, sans pouvoir non plus quitter votre emploi car vous n'avez pas les moyens d'aller ailleurs. Quelle est la différence avec de l'esclavage pur et simple? C'est juste de l'esclavage avec des étapes supplémentaires, c'est-à-dire que vous travaillez, vous ne pouvez pas quitter votre travail et vous êtes obligé de l'accomplir pour pouvoir vous nourrir et vous loger. C'est juste de l'esclavage pur et simple en fait. Et une bonne partie du monde aujourd'hui, beaucoup de gens, vivent à des degrés plus ou moins forts de ce type d'esclavage.
C'est le terme, par exemple, anglo-saxon, c'est le the wage slave, c'est-à-dire l'esclave de son salaire. Et donc du coup, cet argent, mais d'où il vient? Eh ben, c'est votre employeur qui vous le donne, mais qui le donne à votre employeur? C'est l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et qui donne l'argent à cette entreprise? Ce sont les banques qui vont les donner, les prêter. Et qui donne l'argent à ces banques? Eh ben, ce sont les banques centrales qui vont décider de créer cet argent pour le prêter aux diverses banques qui vont ensuite décider ou non de le donner dans certains secteurs d'activité. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que chacun dirige le travail de celui qui le paye. C'est-à-dire chacun est responsable et le supérieur hiérarchique de celui qui paye. L'employeur devra négocier avec son entreprise pour augmenter les salaires. L'entreprise devra négocier avec la banque pour que la banque investisse. Et la banque devra donner des résultats pour que la banque centrale lui prête de l'argent. Et donc du coup, cette banque centrale, elle est vraiment au sommet de cette pyramide sociale qui crée l'argent pour les banques à qui elle le prête avec des intérêts. C'est un organisme privé qui n'est pas public et qui a des actionnaires qui touchent des dividendes sur le revenu de cette banque centrale. Alors la banque centrale, quel pouvoir elle a? Eh bien elle choisit les taux d'intérêt par exemple pour les prêts qu'elle va donner aux banques. Elle choisit à qui et si elle donne l'argent, à quelle banque elle va le faire, dans quel secteur d'activité ça pourrait être utilisé après, et cela en créant de la dette. C'est-à-dire que la banque s'engage à lui rembourser le montant qu'elle a emprunté. Et ce système-là d'indépendance en fait, des banques centrales, qui sont des organismes privés en Europe, aux États-Unis, dans l'énorme majorité des pays du monde, il est fait pour limiter l'inflation. Mais le problème, c'est que ça, limiter l'inflation en investissant avec parcimonie, bah, ça empêche aussi les grands investissements. C'est pourtant ces grands investissements, par exemple, qui ont été à la naissance des 30 Glorieuses en France, où on investit par exemple en masse dans le nucléaire, ce qui a été extrêmement rentable, parce qu'au final, ça a permis de fournir une énergie beaucoup moins chère. Eh bien, en fait, il y a de l'inflation énorme si les investissements sont démagogiques. C'est ce qu'on a vu au Venezuela, avec des immenses réformes socialistes qui visaient uniquement à améliorer la qualité de vie des citoyens sans vraiment chercher à être rentables. Et ça pouvait se faire à l'époque grâce au pétrole qu'ils vendaient en masse. Après le choc pétrolier, ça s'est complètement effondré. C'est-à-dire que cet argent, en fait, parce qu'il a été investi dans des choses qui ne sont pas rentables, ça a créé de l'inflation, mais en plus de ça, c'est-à-dire que cet argent représente encore moins le travail. Ça représente le travail et la sueur des gens. Si vous décidez de créer un système de santé extrêmement performant, par exemple, qui va soigner absolument tout le monde de façon très efficace, ce qu'ils ont essayé de mettre en place, eh bien vous avez besoin de personnel, de beaucoup de travail pour organiser ça. Vous avez besoin de personnel dans les hôpitaux, de personnel infirmier, de personnel qui vont faire de la recherche, par exemple, pour développer le système, pour développer les méthodes médicales. Et bah tout ça, en fait, ça coûte de l'argent parce que c'est le travail de beaucoup de personnes. Le problème, c'est que si vous avez besoin d'énormément de gens pour ce travail-là, eh bien, il reste peu de gens pour accomplir le reste du travail dans la société. C'est-à-dire qu'en fait, qui va nourrir ces médecins et ces infirmiers, qui va produire tous les équipements pour eux, qui va en fait entretenir le reste de la société dont ces gens-là ont besoin. Et ben en fait, on arrive à court de gens au bout d'un moment. C'est-à-dire que l'argent, c'est une espèce de représentation quantitative du travail que peuvent fournir les gens et que peuvent fournir une société. Donc du coup, c'est pas quelque chose qu'on peut sortir comme ça de sa poche et qui va tout de suite avoir de la valeur. Cette valeur, elle est là tout simplement parce que les gens font confiance en la monnaie pour représenter le travail. Et ça s'effondre s'il y a trop d'inflation et que les investissements ne sont pas réfléchis. Et c'est pour ça en fait du coup que les banques centrales sont privées. On dit qu'elles sont indépendantes. Mais en fait, je pense que moi, mon avis, c'est que c'est un mythe en fait cette indépendance parce que ça passe seulement d'un comité d'experts à un autre. Il n'y a pas vraiment d'indépendance possible. C'est toujours des gens qui décident et ces gens seront toujours forcément influencés d'une façon ou d'une autre. Si j'en parle, en fait, c'est parce que c'est extraordinairement important. Parce que les banques et la banque centrale, surtout, en fait, c'est ce centre d'aiguillonnage de la sueur humaine, en fait. Ils ont le pouvoir quasi absolu, on va dire ça. En tout cas, c'est peut-être l'institution qui a le plus de pouvoir dans les sociétés modernes, car il a le doigt vraiment sur un espèce de bouton magique qui permet d'orienter tout le travail humain en fait. Ils sont capables de manipuler en fait la totalité du travail humain, de ceux qui utilisent la monnaie qu'ils produisent. On peut voir un exemple de ça où par exemple la BCE a refusé le budget de l'Italie par exemple l'année dernière pour justement mettre une pression politique sur les décisions économiques et politiques de l'Italie qui ne convenaient pas à l'Union européenne. Donc c'est vraiment très concret, c'est-à-dire que ce pouvoir-là, il est quand même très fort. Si vous pouvez décider en fait dans quel secteur ira l'argent, qui va se développer, et surtout, ce qui sera important
Ce qui est important, c'est que c'est pas démocratique, parce que ces gens-là, en fait, qui sont responsables, ils ne voient quoi? Ils ne voient que les chiffres, la rentabilité de leurs investissements, et ils ne vont chercher que ça, que le rentable. Et l'exemple parfait qui est rentable aujourd'hui, c'est la mondialisation. Parce que justement, comme j'ai dit tout à l'heure, si on augmente la taille du groupe, on est capable de produire 1000 fois plus avec 10 fois plus de personnes. C'est ça en fait qui aujourd'hui est principalement promu par les banques, c'est-à-dire qu'ils vont investir en masse dans ce qui est rentable, c'est-à-dire les multinationales qui vont créer un mode de production qui est mondialisé. Et là-dedans, dans ce rouleau compresseur de la rentabilité et de la mondialisation, qu'est-ce qui va mourir? Tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne se voit pas dans les chiffres. C'est-à-dire que le fait de n'investir que dans ce qui est rentable, en fait, ça va passer au rouleau compresseur tout ce qui ne l'est pas forcément, mais qui peut être extrêmement important pour la vie des individus. Par exemple, la liberté et la culture. Par exemple, la Chine a mis un système autoritaire qui lui a permis de se développer extraordinairement rapidement. C'est cette absence de liberté qui leur a permis justement d'avoir une croissance aussi forte et de diriger l'économie de façon efficace. C'est pas du tout démocratique en fait. Parce qu'on a une illusion de pouvoir pour les élections en fait. On se dit que si on vote, au final, les dirigeants vont diriger. Ce qui n'est pas le cas en fait. Même s'ils voulaient mettre en œuvre la volonté du peuple, ce qui n'est pas le cas dans les pays européens, car on voit que la plupart des gouvernements prennent des décisions qui ne sont absolument pas approuvées par la majorité, eh bien, il leur faut de l'argent pour toutes ces choses-là. Si vous voulez entretenir l'armée, il vous faut de l'argent. Si vous voulez entretenir une sécurité sociale, il vous faut de l'argent. Si vous voulez investir dans l'éducation, il vous faut de l'argent. Si vous voulez sauvegarder la culture et le patrimoine, il vous faut de l'argent aussi. Et donc les conséquences de ça, encore une fois, c'est les conséquences de la mondialisation. C'est que toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément rentables et surtout pas à court terme, vont se retrouver piétinées en fait par les investissements. C'est-à-dire que par exemple l'esclavage est extrêmement rentable. La seule chose, je pense, qui empêche les banques d'investir dans des systèmes qui seraient vraiment de l'esclavage, c'est les lois internationales et les lois de chaque pays. Et donc du coup, on voit bien que on peut limiter en fait le pouvoir de la rentabilité et des marchés. Et il faut le faire en fait, parce que si on ne le fait pas, on perdra toute notre liberté, parce que ce n'est pas rentable. La liberté n'est pas rentable. Pareil, encore une fois, les cultures propres et les différences entre les peuples, les pays et les cultures ne sont absolument pas rentables si vous voulez produire en masse, c'est difficile. Si vous avez des populations qui ont des désirs de consommation qui sont extrêmement différents, ce n'est pas rentable. Et donc du coup, c'est pour ça que la culture se meurt aussi aujourd'hui sous le coup de la mondialisation. En conclusion, la liberté, c'est en grande partie du coup une illusion. Car on croit que le fait de voter, au final, c'est l'expression de notre liberté. Mais cette liberté, déjà, de base, elle se fait au prix du travail. Et en plus de ça, le pouvoir est directement détenu en fait par ceux qui contrôlent uniquement deux choses. Ces deux choses-là, c'est l'information et l'éducation, et aussi les banques centrales. Et ça, c'est la nécessité, si on veut prendre la responsabilité de nos libertés, en fait, c'est d'abord de s'éduquer, de connaître le prix des choses, le prix des acquis qu'on a dans notre société, de promouvoir la liberté d'expression, de lutter contre la censure, de comprendre le fonctionnement du monde, l'économie, et d'avoir appris par exemple la méthode scientifique, qui est vraiment la méthode la plus efficace pour comprendre le monde qui nous entoure. Et il faut aussi lutter contre la désinformation, ça c'est tout un mouvement, ce qu'on appelle un peu la guerre culturelle qui se passe en ce moment, contre la mondialisation, qui vient d'ailleurs des nationalistes dans tous les pays différents. Et cette espèce de guerre culturelle, elle est en place en ce moment, il faut vraiment se battre aujourd'hui pour lutter contre la désinformation, et permettre à tout le monde d'être informé sur ce genre de problématiques. C'est les enjeux majeurs du XXIe siècle. La liberté n'est pas un droit, mais c'est une responsabilité, car si on ne la prend pas, on finira par la perdre totalement. Le deuxième objectif plus concret, c'est le peuple doit avoir le contrôle démocratique, évidemment des programmes scolaires, mais surtout des banques centrales, et ça c'est très concret. C'est-à-dire que le peuple devrait pouvoir choisir les budgets qui sont alloués par les banques dans les différents secteurs économiques. C'est-à-dire qu'il faudrait que le peuple puisse avoir une marge de manœuvre, par exemple une banque centrale qui soit contrôlée par un conseil démocratique de citoyens tirés au sort, qui permettrait justement de choisir les différentes orientations. Évidemment, il faut que les gens soient éduqués à l'économie et à comment fonctionne une banque centrale et comment fonctionne l'économie d'un pays. Pour pouvoir comprendre le fonctionnement des banques centrales, il faut absolument d'abord avoir des bases très fortes en économie que l'éducation nationale ne nous fournit pas aujourd'hui. Donc c'est vraiment notre boulot aussi de s'informer et d'informer les autres sur ce genre de problématiques. Et à partir de là, il faudrait demander fermement de reprendre en main cette source de pouvoir, qui est peut-être la source de pouvoir principale aujourd'hui, et qui n'est pas du tout démocratique. Il faut organiser des conseils démocratiques
de citoyens tirés au sort, par exemple, qui pourraient contrôler justement où vont les investissements de la Banque centrale, quels sont les taux d'intérêt, quelles sont les politiques, vraiment la politique monétaire. Ce qui est essentiel pour éviter la démagogie dans un système pareil où la Banque centrale serait régie par un conseil démocratique, ce serait que chaque personne soit capable d'abnégation pour éviter la démagogie. C'est-à-dire que les gens déjà comprennent la valeur des choses, que l'argent ne sort pas de nulle part, qu'il vient du travail qui est fourni par quelqu'un, et que le but, ça doit être peut-être aussi, pour les citoyens, d'être capable, surtout, de favoriser les générations suivantes à soi-même. D'être capable de serrer la ceinture à certains moments pour assurer la prospérité dans le futur, et d'être capable de faire des investissements qui soient intéressants à long terme, pour développer vraiment le peuple, et lui permettre de s'épanouir pleinement. C'est vraiment essentiel aussi de ne pas sombrer dans une démagogie, et c'est le premier devoir du peuple avant de prendre le contrôle démocratique de ce genre d'institution, ce serait évidemment d'être à la hauteur de ça. D'être à la hauteur de ça en ayant une certaine abnégation et une humilité, et de considérer que les intérêts du peuple et des générations futures sont plus importantes que les siennes. Voilà, c'est tout. J'espère vraiment vous avoir ouvert à une thématique qui est vraiment essentielle, et je pense que beaucoup plus de gens devraient être informés là-dessus, sur le fonctionnement des banques centrales et sur vraiment ce qui nous donne nos libertés et où est le pouvoir aujourd'hui dans la société. Et le prochain épisode, du coup, je vous en ai beaucoup parlé dans cette vidéo, mais je ferai un épisode plus approfondi, ce sera sur la mondialisation. Bonne semaine à tous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.